Quand on a démarré, on n'avait pas de sous du tout, on n'avait pas de capital. T'as l'impression de servir les animaux à travers ta boîte. Complètement. Ceux qui vont gagner selon toi, c'est ceux qui savent se réinventer. Pour moi, gagner, c'est de prendre du plaisir aussi dans ta vie. C'est quoi la chose la plus dure que tu n'avais pas anticipée? Tout peut s'arrêter en fait extrêmement rapidement. Tu peux être le plus épanoui du monde en étant entrepreneur si tu es vraiment convaincu que tu le fais pour les bonnes raisons. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va parler de yinche et de chat ou d'animaux de compagnie. Ouais, chien, chat, animaux de compagnie. Ça me va parfaitement. Comment ça va, Sacha? Écoute, ça va au top. Et toi, comment ça va? Écoute, au top. J'ai toujours pas acheté, putain, je trouve ça horrible comme mot. Je n'ai toujours pas adopté mon chien. J'ai fait 31 ans il y a 2 semaines, et c'était, mes parents le savent, c'est mon cadeau qui n'est toujours pas décidé. On va en parler. Vas-tu me convaincre et me faire bouger mon cul? Merci. Première question. Bon, évidemment, on va parler d'animaux de compagnie. Pourquoi on va parler de ça? Qu'est-ce que t'as fondé comme boîte? Écoute, on va parler de ça parce que j'ai fondé une boîte qui s'appelle Pettywell. Ça remonte à 2018. Et en fait, c'est une solution en ligne qui propose des croquettes donc de la marque Pettywell, de notre marque, qui sont adaptées en termes de quantité, donc une sorte de box que tu reçois tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois pour ton animal de compagnie, selon ses besoins. Donc tu vas sur le site, tu décris ton chat ou ton chien, et on va prendre en compte tes recommandations. On a un petit algorithme qui tourne, qui a été créé avec un veto, et qui va te proposer en fait une box mensuelle tous les 2 mois ou tous les 3 mois. C'est en fonction des races aussi? C'est en fonction des races, du poids, de l'âge. Ah ouais, ok. Même on prend en compte certaines maladies. On fait pas du médical, mais en tout cas on prend en compte toutes ces caractéristiques. L'environnement où il vit. Ouais, exactement. Si Okay. tu sors, toi, si t'es hyper sportif avec ton futur chien, par exemple, on va prendre en compte ça et on va adapter la quantité. Il me lance des perches que je ne peux pas saisir. J'ai l'air d'être un putain de sportif. En vrai, je dis ça, je vais encore au tennis tout à l'heure. Ah, sachant que souvent, en ce moment, j'ai un podcast et après j'ai tennis après. Quel plaisir. Compliqué de tennis avec un chien, mais ouais, tu peux. Compliqué, mais grave. Ah putain, si je peux lui balancer les balles de tennis qu'il a été chercher. Je comprends toujours pas pourquoi l'humain aime ça. C'est très bizarre quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fou. Ouais. C'est quoi les 2-3 chiffres que tu peux nous balancer sur Pettywell? Et je trouve ça trop drôle, encore une fois, qu'on se soit rencontrés à tes débuts, et moi j'étais en stage, hein. Donc ouais. Encore plus petit, quoi. Exactement. Non, mais je me rappelle de ce rendez-vous dans cette petite salle à Station F. Écoute, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te donner comme chiffre un peu sympa? On a dû faire à peu près, on a dû livrer à peu près 30 ou 40 000 animaux différents depuis qu'on existe. Peut-être même un peu plus. On fait pas tourner tout le temps ce calcul-là, mais en tout cas, ça va être dans ces ordres-là. On fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Annuel, mais on est 2. Donc c'est un ratio qui est assez marrant. Attends, quand tu dis on est 2, on est 2 fondateurs et 2 alternants. Ok. Vois, donc quand je dis on est 2, c'est au sens, tu vois, il y a pas de CDI, il y a pas de, voilà. Donc c'est des chiffres qui sont assez sympas. Et après, on a construit une trajectoire de boîte qui est un petit peu différente de celle de pas mal de DNVB qui ont levé beaucoup. Nous, on a misé beaucoup plus sur la renta. Et cette année, on vient de closer, là, j'ai envoyé ce matin la signature aux investisseurs, mais on a terminé avec, tu vois, un résultat net qui est aux alentours des 20% de marge. Donc Vous êtes rentable depuis le début ou pas? Non, on est rentable depuis 2 ans. Ok. En fait, on a levé des fonds en 2020, en plein Covid. Quel beau timing. Exactement. Une belle visio avec des invests comme ça qui devaient lever la main pour dire s'ils étaient intéressés ou pas par le deal, je m'en rappelle encore. Et ouais, on a levé en 2020 et depuis on n'a pas relevé. Vous avez levé combien? On avait levé 400 000 euros. Vraiment pour démarrer, tu vois, l'activité, avoir de la prod, faire un peu de logistique, etc. Mais avant ça,
On a démarré avec nos petites mains. Si l'idée NVB lève beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse force en termes de sales, de marketing, dès le départ, d'inonder le marché. Je pose la question inverse, est-ce que Pettywell aurait pu réussir sans même se passer de ces 400 000 euros? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, nous, on a démarré par faire rentrer du cash dès le début. C'est-à-dire que quand on a démarré, on n'avait pas de sous du tout, on n'avait pas de capital. On a fait un tout petit crowdfunding au tout début. On a récupéré 10 000 euros. Et avec ces 10 000 euros, en fait, on a pu avoir une sorte de stock, on va dire de trésorerie, qu'on utilisait pour aller acheter de la nourriture, cuisiner nous-mêmes dans un laboratoire à côté de Paris, à AgroParisTech, et ensuite aller revendre les repas qui étaient finis à la clientèle qu'on avait réussi à démarcher, soit à des salons, parce qu'on avait fait pas mal de salons, soit directement sur Internet, mais tout ça, c'était de l'acquisition gratuite. Ok. Et donc, on avait grossi comme ça, on était monté à, je sais pas, peut-être une centaine d'abonnés. Donc, besoin en fonds de roulement négatif, vous aviez l'argent upfront, voilà. Et ensuite ok. Exactement, c'est ça. Et surtout que, bon, c'est vraiment au tout début, tu vois, mais on s'approvisionnait à Rungis. Donc, on allait la nuit à Rungis et on récupérait des invendus, en fait, à 6-7 heures du mat. Et en fait, on les touchait à des prix qui étaient dérisoires. Donc, ça nous permettait, en fait, de faire rentrer un peu d'argent pour réinvestir. J'ai cet écho de quand on fait notre call. Balance le prix, s'il te plaît. C'était, alors, le top qu'on a eu, c'était 20 centimes pour des cœurs de poulet. Je me rappelle du le kilo. Du kilo. Ouais, c'était fou. 20 centimes le kilo. Mais c'était des invendus. La bête qui fait 5 kilos, ouais, perd d'euros, quoi. C'est ça, exactement. 20 centimes le kilo pour des cœurs de poulet. Donc, voilà. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, il y a plein de sujets. Et évidemment, fidèle à moi-même, on va parler d'humain. Et c'est assez drôle parce que du coup, la particularité, c'est que vous êtes une petite team, que vous êtes 2 cofondateurs, mais que je crois qu'il y en a un troisième qui arrive. On va en parler. Ouais. On va parler de ce marché où je pense que les gens ne se rendent pas compte déjà à quel point on a beaucoup d'animaux de compagnie, mais aussi à quel point il y a du cash à se faire, et à quel point c'est réparti entre quelques acteurs. On va en parler. Avant ça, c'est ma vraie question, peut-être la plus importante de tout ça. Est-ce que t'es passionné par les animaux ou est-ce que t'es passionné par l'entrepreneuriat? Pourquoi t'as monté cette boîte en fait? Écoute, on peut pas dire que je sois un passionné au point d'y consacrer tous les jours, tu vois, du bénévolat, etc. Mais on peut considérer que je suis un passionné parce qu'en fait, j'ai passé énormément de temps et je passe encore du temps à en apprendre sur les animaux. Donc tu parles des animaux. Hein, je parle des animaux là pour l'instant. Donc en fait, via ma société, je passe énormément de temps à apprendre plein de choses sur les animaux. Avant de monter cette société, j'ai toujours voulu avoir un chien, j'ai jamais pu en avoir quand j'étais petit. Et dédicace aux parents. Ça, c'est les petits scuds qui va sortir à chaque podcast dans le storytelling. Exactement. Et après, quand j'ai eu l'occasion en fait d'avoir mon propre chien, là, ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai mon chien, un Shiba, et j'adore. Et ouais, je suis passionné en fait, si tu veux, de tout ce qu'on peut apprendre d'eux. Je parle principalement des chats et des chiens. Et après, maintenant, c'est une cause à travers ma boîte qui, en fait, me tient énormément à cœur. On fait des dons chaque année. Voilà, on essaye de relayer aussi quand il y a des spots télé qui sont explicatifs sur pourquoi ne pas abandonner son animal, etc. En fait, on va relayer à fond. T'as l'impression de servir les animaux à travers ta boîte et de les défendre et de... Ouais. Complètement. En fait, le but, c'était pas... J'ai pas pensé, pour être très honnête, ma boîte au tout début en me disant je vais défendre la cause animale en créant une boîte, sinon j'aurais créé une asso. Par contre, il y avait vraiment un constat dans notre secteur, c'est que en fait, t'as des énormes marques industrielles qui existent depuis 50 ans, qui proposent pour certaines une alimentation qui n'était pas de qualité. Et en fait, je trouvais ça absolument dommage que en fait, on puisse pas proposer une alimentation qui était de qualité pour des animaux de compagnie. Et moi, j'avais vécu avec des chats. J'ai vécu avec un chien aussi quand j'étais en Australie pendant quasiment 1 an. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque, le propriétaire du chien, le mec chez qui je vivais, donnait en fait la nourriture que lui préparait. J'en étais sûr et certain. J'allais dire la même graille que lui, limite ses fins d'assiette, quoi. Exactement. Et en fait, je trouvais que la démarche était quand même cool. Après, lui, il faisait un peu n'importe quoi sur les quantités. Il fallait apporter aussi des vitamines qu'il apportait pas, etc. Donc ça, c'est un truc. Bizarrement, en Australie, je suis pas sûr qu'il s'alimente le mieux, tu vois. Je ne sais pas, mais. Après, saucisses de kangourou et tout. C'est pas des clichés, il y en a vraiment. Mais voilà. Et donc, du coup, on a voulu apporter une marque qui était, tu vois, plus transparente, plus saine en termes de composition, qui faisait du made in France. Tout est fabriqué en France. Et après, moi, j'ai un énorme kiff aussi pour les animaux. Au-delà de la partie passion au sens émotion, tu vois, le fait d'être touché par un animal, je surkiffe les animaux depuis que je suis bébé, quoi. Mais pourquoi t'as pas rejoint une boîte qui sert déjà, du coup, les animaux? Je te repose ma question, mais c'est quoi la place de l'entrepreneuriat dans tout ça? Ouais, en fait, c'est que moi, j'ai toujours voulu monter ma société.
et qu'en fait, j'ai toujours pensé que pour avoir le plus d'impact possible dans ce que tu veux faire au global, c'est d'entreprendre, en fait. Entreprendre, c'est une chance qu'on a. En fait, on a tous la capacité à entreprendre quand on est. Et c'est plus une affaire de timing. T'as des gens qui vont avoir besoin d'attendre un certain moment pour pouvoir se donner les moyens. T'en as qui ont plus de chances, qui peuvent le faire à la sortie d'école. C'était mon cas. T'en as qui peuvent le faire encore en amont, puisqu'ils ont, on va dire, une éducation peut-être de la part de leurs parents qui leur permet d'éveiller une sorte de conscience entrepreneuriale. Et moi, ça a toujours été c'était inconcevable que je fasse pas de l'entrepreneuriat. C'était quoi tes rêves en entrepreneuriat? Bah écoute, moi, la boîte qui m'a le plus... c'est vraiment très cliché, hein, mais mon désir d'entreprendre, il a commencé, on va dire, il a commencé quand j'étais petit. J'ai monté des tout petits projets avec des potes. Pas très loin d'ici, on achetait des perles à l'époque dans le sentier, vraiment très cliché. Et on allait... C'était un Sacha dans le sentier qui va acheter des perles à 10 piges. Exactement, tu vois, on devait avoir 13-14 ans, je pense. Et on allait acheter des perles et on faisait des bracelets et on les vendait, tu vois. Ok. Et à l'époque, je me rappelle, c'était la mode aussi des groupes Facebook. Donc ça devait être plus tard, tu vois, vers 16-17 ans qu'on avait dû structurer un peu le truc différemment. Et on créait des groupes dans lesquels on invitait des gens pour découvrir les collections. Donc, tu vois, il n'y avait pas Shopify, il n'y avait pas tout ça. Et ensuite, on vendait de la main à la main des petits bracelets. Donc ça m'a vraiment donné envie de me dire, putain, faut que je creuse. Et je l'ai fait avec un pote qui lui aussi a monté une boîte qui est canon. Il a monté quoi? Il a monté un logiciel pour des e-commerce, d'analyse pour des e-commerce. Fais-lui de la pub. Voilà, il s'appelle David, sa boîte s'appelle Polar Analytics, il sera content que je parle de lui. Et il se souviendra très bien de cette petite anecdote sur le bracelet. Et après, ouais, la véritable envie, elle est venue aussi avec pas mal de YouTube, honnêtement. Okay, à partir de 2014-2015. Okay. Beaucoup de contenu de The Family, j'avoue, qui m'ont vachement... Oh, c'est pas un gros mot, t'inquiète. Non, mais tu vois, je me rappelle, j'étais en Australie et c'était un moyen de me reconnecter un peu à la France et à l'écosystème que je connaissais pas forcément. Et quand je suis rentré ensuite en France, il me restait quelques années d'école, ça grouillait dans ma tête l'idée de me lancer et dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait, quoi. Et si on remonte un tout petit peu avant, mais famille d'entrepreneurs ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, zéro. Reviens avant 15-16 ans. Ouais. Si je te parle d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, ou avec un E, ouais. C'est quoi ta rêve? Franchement, assez rapidement, j'ai été assez admiratif de ce que Facebook faisait. Okay. Donc tu vois, j'avais en tête le nom de Mark Zuckerberg, mais j'avais pas... Alors à l'époque, c'est très différent. Hein. Je te parle. Oui, il n'y avait pas Cambridge Analytica. Il n'y avait pas eu tout ça. Je te parle de, tu vois, peut-être 2000, je sais pas quand ça a dû arriver en France, 2009, 2010, tu vois, quelque chose comme ça. Donc un peu après quand même mes 15-16 ans. Mais c'est vraiment pour moi le premier entrepreneur qui m'a marqué parce que c'est la première fois qu'en fait j'ai une utilisation quotidienne de quelque chose dont je suis très rapidement devenu fan, accro, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Et il n'y avait pas l'entrepreneur de MSN. Tu vois, il n'y avait pas le Zuckerberg de MSN, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Donc c'est vraiment ce gars-là qui m'a que j'avais trouvé assez inspirant. Et puis après, comme pas mal de monde, j'avais vu le film et je t'avoue que ça m'avait dit putain. Très stylé, de cette manière, le grand film, Social Network, David Fincher, allez regarder. Je veux juste creuser dedans. Déjà, j'ai cette question que je voulais te poser qui est un petit peu différente dans ce cas-là. Est-ce que tu avais des idoles de jeunesse? Et après, je vais te parler d'une dernière chose. Mais et après, on rentre dans Petit Well, t'inquiète. Mes idoles de jeunesse, ouais, j'avais... Juninho, car c'est un sosie. Voilà, c'est pour ça que je voulais le caler. On m'a souvent dit que ressemblait, ouais. C'est bon, on peut terminer le podcast. Non, j'avais... ouais, quand j'étais petit, j'avais une idole, c'était Lilian Thuram. Mec, Lilian Thuram, c'était... pour moi, c'était mon Zidane, quoi, tu vois. Mais moi, c'était mon Zidane parce que tout le monde aimait Zidane. Ouais. Et lui, il était plus discret, mais vas-y, attends, laisse-moi, raconte-moi. Mais moi, je l'ai rencontré et j'ai un maillot signé. Putain, un canon, incroyable. Moi, j'ai le t-shirt qui était avec la fausse signature que tu pouvais acheter, bref, dans les Leclerc ou je sais plus où, mais j'avais la fausse signature de Thuram, bref. Pourquoi Thuram, il représentait quoi? Et en fait, pour moi, tu vois, c'est un mec qui sort il sort pas de l'ombre parce que c'est un joueur qui était canon, mais c'est un mec qui se révèle quand même en demi-finale et qui sauve en fait au fond l'équipe de France. Et qui, en plus derrière, en conférence de presse, il fait une conférence de presse un peu masterclass, je crois qu'il dit un truc du style, genre, je pense donc je suis, enfin, je sais pas, il essaye de philosopher sur ce qu'il a réussi à faire. Ouais. Et évidemment, j'avais pas du tout le recul nécessaire pour analyser la conférence de presse, mais je m'étais dit, c'est la première fois que je voyais un mec que je trouvais hyper charismatique, tu vois. Et en plus, il sortait de l'ombre.
tu vois, par rapport aux stars en fait qu'il y avait dans l'équipe de France, tu vois. Il détonnait de ce qu'on voyait dans le milieu Complètement. du foot, quoi. Complètement. Et puis il a quand même mis un doublé magistral où il se pose et il fait ça. Et tout. Enfin, c'est incroyable. Tu sais que c'est ouf parce que donc du coup, si je comprends bien, tu t'identifies pas au number. Bon, évidemment Zizou, si demain on le rencontre, je pense que on bégaye. Ouais, Ça reste Zizou. forcément. Mais il y a ce truc de ouais le sous-côté. Ouais, complètement. Celui que pas tout le monde aime mais que toi tu vois très bien que sans lui la France c'est pas du tout champion du monde, quoi. Complètement. Tu vois, j'ai pas particulièrement enfin, sans rentrer dans les considérations politiques, tu vois, j'ai pas d'affinité particulière avec un Elon Musk sur le plan entrepreneurial parce qu'il est number one et que je sais pas pourquoi, c'est pas ce qui va me driver plus que ça. J'aime bien les mecs qui sortent un peu de l'ombre et qui en fait vont apporter un truc au collectif. Tu vois, le point, vraiment, si on cherche des points communs entre Zuckerberg et Zidane et Thuram, tu vois, mais c'est que Thuram, il a quand même apporté un vrai truc au collectif en demi-finale. Et Zuckerberg, c'est un projet qui finalement, en tout cas à l'époque de 2009-2010, te permet de te reconnecter énormément avec soit tes potes, soit des gens que tu as perdu de vue, ou même garder contact avec des gens que tu as juste croisés une fois ou deux dans ta vie, tu vois. Donc c'est l'aspect collectif, tu dirais? Bah ouais, donc du coup, tu as un aspect qui est assez qui est pensé pour le collectif, tu vois. Pour chercher vraiment un point commun entre Thuram et Zuckerberg. Je vais tirer un tout petit peu plus loin. Bon, tu le sais ou tu le sais pas, je sais plus. J'ai dû te mettre un petit tunnel là-dessus, mais moi je monte héritage et je suis sur vraiment essayer de comprendre la transmission. Thuram est un exemple parfait et Zizou aussi. Zidane a 5 enfants, les 5 ont joué au foot. Il y en a aucun qui a en atteint le niveau que les 2 enfants de Lilian, donc Marcus et Kefren, ont atteint aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais comprendre. Je pense que ça doit pas être facile de vivre dans l'ombre d'un papa comme Zidane, mais je veux comprendre comment des enfants de stars, de footeux, arrivent à perdurer, du coup, cet héritage et à faire la même chose. 2 questions dedans. T'as un enfant, bon, il est un petit peu jeune. Ouais. On le salue. Qu'est-ce que tu voudrais lui retransmettre là-dessus? Est-ce que tu veux absolument qu'il soit entrepreneur ou est-ce que l'idée c'est juste de se dire que tout est possible? Et je vais rentrer dedans. Est-ce que tu considères, moi je l'ai capté un petit peu récemment, et c'est un petit peu la même chose quand on revient t'as fait une école de commerce, pas du tout, donc vétérinaire ou autre spécialisé dans les animaux. Est-ce que si tu te donnes les moyens et que t'as un petit peu de passion, tu peux faire 95% des jobs qui existent sur cette terre, mis à part ce trait technique? Ouais, complètement. Alors déjà, première question sur est-ce que je lui souhaite d'être un entrepreneur? Franchement, il fera ce qu'il veut. Je pense que tu peux être le plus épanoui du monde en étant entrepreneur si tu es vraiment convaincu que tu le fais pour les bonnes raisons. Et au fond, moi, ma raison, ça a été de se dire, en fait, je me suis même pas posé de questions. C'était comme ça, tu vois. Il fallait que je monte une société. Okay. Je l'ai pas fait pour des sujets de j'aime pas la hiérarchie, je veux gagner très vite de l'argent. Pas du tout. Je l'ai vraiment fait parce qu'en fait, c'était une sorte de mouvement naturel, tu vois. C'est un peu comme potentiellement un acteur qui se pose pas la question de savoir pourquoi il a envie de faire du théâtre ou du cinéma, tu vois. Donc c'est du gut feeling, tu dirais? C'était hyper gut feeling, ouais. Okay. Donc en fait, moi j'appliquerai la même logique pour lui, il fera ce qu'il voudra et je serai en soutien et toujours là pour le conseiller si je peux aider. Après, la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut faire 95% des jobs dans le monde? Bah, t'as des jobs qui sont extrêmement techniques, donc compliqués, mais ouais, je pense que si on s'en donne les moyens, et particulièrement aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on peut tu vois, obtenir sur du YouTube, de la formation en ligne, ou même, tu vois, en rencontrant des gens, même en écoutant des podcasts, je pense que tu peux quand même te spécialiser assez rapidement dans beaucoup de secteurs et t'épanouir assez rapidement. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui démarrent en étant... L'école 42, par exemple, c'est un super exemple. Nous, on a recruté pas mal de devs qui venaient de 42, et très souvent, c'était des étudiants qui n'ont pas forcément fait des études scientifiques, ou c'était des gens qui ont eu une vie et qui ensuite se sont reconvertis. On avait recruté un militaire qui est devenu dev, et voilà, il était bon, et voilà. Donc c'est quoi, 2025, c'est en fait ceux qui vont gagner selon toi, ceux qui vont savoir, c'est ceux qui savent se réinventer, et pour savoir se réinventer, faut être autodidacte, tout en n'ayant pas de barrière mentale. Ouais, complètement. Je pense que ceux qui vont... Je sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, gagner, c'est de prendre du plaisir aussi dans ta vie, tu vois, c'est ceux qui vont s'épanouir. Exactement. C'est ceux qui vont réussir à s'enlever, bah ouais, c'est assez évident, mais quand même pas mal de barrières, qui vont essayer aussi de prendre du recul sur tout le contenu qu'on peut avoir sur Internet. Donc il faut être critique et crosser un petit peu, enfin croiser toutes les sources et
Complètement. En fait, il faut avoir un peu de recul sur tout ce que tu peux lire et tout ce que tu peux voir au quotidien. Et souvent, on énonce des vérités qui sont extrêmement générales. Tu vois, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en réalité, il n'y a pas un chemin, il y en a 100 millions. Et à toi de prendre celui qui te fait le plus plaisir, tu vois, et celui que tu sens aussi. Je pense que s'écouter, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, j'ai bien compris que tu vas pas vouloir donner de conseils, mais t'inquiète pas qu'on va aller en déceler un petit peu au fur et à mesure. Merci pour cette entrée en matière. C'était pas prévu, mais tu le sais très bien que l'humain, la transmission, et même essayer en fait de comprendre comment les gens, sans se poser de questions, arrivent à, tu vois, choper ça dans leur tête, je veux dire sans se poser de questions et se dire ouais c'est possible. Juste le c'est possible. Moi je sais que je vais chercher les 50 manières de dire c'est pas possible plutôt que de me lancer. Donc voilà, toutes les personnes qui fonctionnent comme moi, écoutez religieusement tous les entrepreneurs que je reçois. Question toute simple, on va parler du 0 to 1. Je vais pas te demander de me raconter tout. Juste te demander, c'est quoi la chose la plus dure que tu n'avais pas anticipée? Et est-ce que tu penses que si tu l'avais anticipé, tu aurais monté Pettywell? Ouais. Je pense que la chose la plus dure, c'est que tout peut, en fait, tout peut quand même s'effondrer un peu du jour au lendemain. Je vais te donner un exemple très précis. Nous, on avait un fabricant. C'était notre seul fabricant à l'époque, sur qui tout reposait. Et il était basé en Allemagne, au tout début. Okay. Et en fait, on misait tous nos œufs dans le même panier avec ce fabricant. Et le jour où on a eu rendre visite en Allemagne en se disant, je me rappelle, c'était le terme qu'on disait avec mon associé, il faut aller serrer des pinces. Tu vois, il faut aller serrer la main, faire de l'humain, etc. En fait, la culture allemande était un peu différente. Bon, ça a fité normalement, mais en tout cas, on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. C'était quoi que vous vouliez? On voulait des négociations de prix parce qu'on margeait. J'allais dire une ristourne. Voilà, okay. des ristournes parce qu'on margeait pas, on vendait un peu à perte. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais au moins, vous validiez le besoin marché. Mais on validait complètement le besoin marché. Et en fait, le jour où ils nous ont dit non, bah en fait, on a mis la boîte en stand-by parce que en fait, tu vois, tu peux pas avancer. En fait, t'as plus de trésorerie, t'as un espèce de mur de cash qui te bloque. Les mecs veulent pas négocier et c'est ton seul fabricant. Donc en fait, pour moi, le truc que j'avais pas du tout anticipé, c'est qu'en fait, tout peut s'arrêter en fait extrêmement rapidement sur des détails que tu n'as pas anticipé par définition. Donc être dépendant d'un seul fournisseur, c'est une des pires décisions qui puisse exister pour un business. Franchement, c'est pour moi, en tout cas dans un business agroalimentaire, c'est extrêmement délicat de dépendre d'un seul fournisseur. Parce que il peut se passer, tu vois, on l'a vu avec, je sais pas, je reprends l'incendie OVH, tu vois, un truc pas forcément connecté, mais je me dis que si t'as tous tes œufs dans le même panier et que t'as pas de solution de backup et que t'es pas du tout préparé, il peut se passer un truc qui est complètement inattendu. Et en fait, ça met en péril tous tes clients, tout ton business. Tu perds tout, quoi. Voilà, et si tu l'avais anticipé, ça, ma question elle est comme ça, hein, c'est vraiment, est-ce que si t'avais anticipé la montagne, t'aurais mis une strate pour la gravir de manière plus, tu vois, typiquement, t'aurais essayé d'avoir 3 ou 4 fournisseurs en même temps dès le départ, ou au contraire, devoir te dire ça, tu te serais dit, flemme de le faire. Genre, ça t'aurait découragé. Est-ce que être naïf est un moteur de l'entrepreneuriat? Ouais, de fou. Je pense qu'il faut être naïf, faut encore continuer à être naïf, même aujourd'hui, il faut même parfois faire genre, t'es naïf, tu vois, pour demander des choses. Parce qu'en fait, on va t'accorder des choses parce que tu t'es permis de les demander. Et une bonne façon de demander, c'est de faire comme si t'étais naïf, tu vois. Et c'est d'avoir des bonnes surprises par moment, même si de se dire il y a 99% qu'on me réponde pas ou qu'on me dise non. Bah ouais, bien sûr. Moi, je pourrais te parler de comment on est rentré en magasin, ce qui a changé la vie de notre boîte. Et en fait, c'était de manière totalement naïve, tu vois. Donc. Attends, avant que tu nous parles de ça, je veux juste que tu nous parles du marché. Et en fait, je pense qu'on peut faire limite un podcast sur la naïveté, mais donne-moi pas mal d'exemples, je pense, d'ores et déjà. Est-ce que tu savais que c'était détenu par une poignée d'acteurs qui détenaient je ne sais combien, je crois que c'est 80% du marché. Ouais, c'est un oligopole qu'on appelle, mais est-ce que tu le savais ça? Ouais, en fait, très rapidement, quand on s'est lancé, on a parcouru pas mal de rayons de supermarchés, et puis on a regardé, à l'époque, il y avait les études Xerfi qui étaient disponibles via les écoles, et donc tu suffisait de voir les études Xerfi et de voir qui possédait le marché, quoi, concrètement. Et en France, t'as toujours d'ailleurs 3 grands groupes
Nestlé, Mars Ah bah si, ok. et un troisième qui trust le marché de manière très très. C'est combien de pourcentage? Ça dépend des études que tu vas lire, mais en gros ils ont ils ont des dizaines de marques, donc ça va être entre 60 et 70% du marché, tu vois à peu près. Les 30% restants, c'est des tout petits, c'est quoi? Et les 30% restants, t'as des groupes étrangers. T'as un groupe espagnol qui est assez costaud qui s'appelle Affinity, je crois. Et après, t'as, on va dire, des dizaines et des dizaines de petites marques qui vont composer le restant du marché, ouais, effectivement. Comment on se fait une place dedans? Et tu peux rentrer un petit peu aussi sur le retail, mais est-ce que t'es obligé, tu vois, de jouer les gros bras à côté d'eux? Et pour ça, bah, il faut être présent même physiquement. Ouais. En fait, nous, quand on s'est lancé en 2018, on s'est pas posé la question du retail. Okay. La seule chose qu'on savait faire, c'était monter un site e-commerce. Donc, en fait, tu te poses pas la question. Au début, tu fais avec ce que tu sais faire. Et on s'est dit, c'est quand même un produit, l'alimentation pour animaux, qui est consommé de la même façon tous les mois, dans la même quantité. A priori, le chien a la même recette, le prix est le même. En fait, c'est un produit qui est parfait pour de l'abonnement. Okay. Et en 2018, les box étaient encore très, tu vois, c'était suffisamment démocratisé, c'était pas old school. Et donc, on s'est lancé au bon moment, on va dire, sur la partie box. Et derrière, ce qu'on a voulu ajouter, c'est une expérience d'achat qui était particulière, où, en fait, tu décris ton animal de compagnie et on allait prendre en compte, et on prend toujours en compte, les caractéristiques de l'animal pour te faire une box personnalisée, même avec le nom du chien, un petit jouet dans la box, un service client qui... T'arrives à marger là-dessus? Ouais, quand tu fais du tailor-made pour chacun, ouais. tu perds la notion de volume et presque d'industrialisation. Comment tu marges là-dessus? Non, tu peux marger. En fait, nous, donc on fait des produits qui sont premium. On a une politique de prix qui est, on va dire, allez, 15 à 20% moins cher que les marques les plus premium sur le marché. Donc en termes de composition de produits, on est vraiment, on est totalement comparable. On n'est pas moins bon. C'est juste qu'en fait, comme on arrive à faire un peu de volume maintenant, Okay. et comme on est sur un système d'abonnement où tu n'as plus besoin de payer pour acquérir tes anciens clients, en fait, tu as des emails que tu envoies de temps en temps, tu as un peu de SAV, mais tu repayes plus. En fait, tu as une espèce de moment où tu vas déclencher un seuil de rentabilité au bout de X mois, et ensuite, bah, tu fais rentrer du cash comme ça dans la Donc machine. si t'as un business qui doit fonctionner sur du volume quand même. C'est un business qui doit fonctionner quand même sur un peu de volume, ouais. Okay. Ouais, effectivement. Et donc quand tu dis vous lancez, ok, donc très vite online, c'est quoi leur présence au gros online? Est-ce que c'est justement un boulevard pour vous? Ouais. Ou est-ce que c'est juste parce que, en effet, c'est comme ça que vous saviez vous lancer, plutôt que essayer de choper du brick and mortar et te retrouver demain dans un magasin, quoi? En fait, l'état du marché, à l'époque, je me rappelle, on posait la question dans le questionnaire, quelle est la marque que vous consommez pour votre chien? À l'époque, on faisait que le chien, et puis ensuite, on l'a dupliqué sur le chat. 90%, je crois que c'était la stat, c'était Royal Canin côté chien et Purina côté chat. Donc, c'était Mars et Nestlé. Okay. Donc, en fait, si tu veux, l'état du marché, c'est les gens vont soit chez le veto, soit en animalerie, soit en magasin, acheter des produits. Il y avait des marketplaces qui sont encore aujourd'hui extrêmement connus, mais c'était vraiment pas le gros du marché. Okay. Et il y avait très peu, si ce n'est quasiment aucune marque seule en standalone, tu vois, comme la nôtre, Petitwell, qui ont créé leur propre site pour vendre leurs produits. Et donc, en fait, on avait de la concurrence naturellement sur des mots-clés. Tu vois, par exemple, tu tapais croquette chien, bah, tu pouvais tomber sur, par exemple, la marketplace de Carrefour, qui allait être en concurrence avec toi. Mais comme nous, on était sur un segment précis, on utilisait des mots comme recommandé, personnalisé, premium, etc. En fait, dès que les gens tapaient là-dessus, tapaient ces mots-clés, on remontait assez rapidement en SEO. Donc c'est le référencement qui a été une des clés là-dessus. Le référencement a été vraiment une des clés. Et après, il y a eu un petit côté un peu éducation par la vidéo, tu vois, où on faisait des pubs sur Facebook en s'associant avec des médias. On a beaucoup bossé avec Brut. Okay. Et c'est vraiment ces vidéos brutes qui ont fait qu'on a décollé d'un coup auprès du grand public. Ouais. Ah ouais, tellement intéressant. Juste avant ça, est-ce que le référencement c'était une strat ou est-ce que c'est tombé comme ça? Et est-ce que tu avais une référence d'une marque qui est arrivée dans un marché oligopolistique et qui a réussi à se faire une place en rentrant assez rapidement via du digital? Ouais, alors j'ai pas une marque en tant que telle, j'ai une boîte, c'est Captain Trainline, tu vois, c'était quand même, il y avait que la SNCF. Ah, là, c'est plus un oligopole, c'est voilà, un monopole. Que le site de la SNCF pour ça, et en fait, ça c'est un exemple, tu vois, que j'ai. Okay. Et globalement, moi, si jamais un jour, plus tard, je devrais monter une boîte, j'aime bien ce système tu vois, ce schéma il y a vraiment des énormes boîtes qui trustent complètement le marché, et il y a encore assez peu de petits players pour essayer de les concurrencer. Moi, j'aime bien être ce tout petit player qui démarque. Donc, si demain, tu cherches à monter une autre boîte,
Là, allez, ce serait quoi ton conseil? Vas-y, mais explique-moi un petit peu mieux. C'est quoi dans la recherche d'idées ou de marché? Ce serait quoi, la strat que tu aborderais? En fait, alors déjà, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire du B2C, du B2B, du B2B2C, enfin, t'as vraiment plein de façons d'envisager la chose. Mais en tout cas, ce que je trouve être assez intéressant pour démarrer, c'est de tomber sur un marché, ou en tout cas de l'avoir trouvé, qui, en fait, est détenu par des grandes sociétés depuis longtemps et qui font un bon job parce qu'elles sont présentes depuis longtemps, mais au fond, tu arrives à spotter assez rapidement des améliorations qui font que tu vas pouvoir trouver ton public. Voilà. Donc ça, c'était notre cas à nous. Donc aller sur un marché qui est déjà assez mature, qui répond à un besoin, mais dont tu sens que la solution n'est pas totalement adéquate, Exactement. Et que pour autant, les gens continuent de dépenser parce qu'ils n'ont pas d'alternative et qu'ils sont obligés, quoi. Exactement, tu vois. Donc, ça a été le cas pour énormément de DNVB. Okay. Donc, moi, j'avoue que ça fait depuis longtemps que j'analyse plus des marchés, tu vois, vu que j'ai ma boîte depuis maintenant 7 ans. Mais si ça se trouve, ça a considérablement diminué en termes d'opportunités. Mais en tout cas, à l'époque, en 2018, quand on avait regardé quand même quelques marchés, tu vois, il y avait le baby food, il y avait le pet food, il y avait du skincare où il y avait assez peu de sociétés qui s'étaient montées. Il y avait énormément de secteurs, en fait, qui pouvaient vraiment être disruptés. Et rappelle-moi juste une chose, Royal Canin, t'as cité l'autre là pour les chats, bon je les connais pas très bien, mais ils sont présents en ligne? Ouais, ils sont quand même présents en ligne, ils sont présents sur des marketplaces, ils ont leur propre site. Donc ils font du B2C en direct, c'est pas ils que font du retail, ouais. Okay. Mais c'est pas là où les gens vont aller spécialement acheter le Royal Canin. C'est drôle parce qu'on a l'impression, notamment avec notre écosystème startup, que faut créer un nouveau marché, et qu'en fait, à partir du moment où tu crées un nouveau marché, t'as pas de compétition, t'es tout seul. Ouais. Et souvent, c'est 10 fois plus difficile de ramener des clients sur un nouveau marché, de leur faire comprendre une problématique et du coup un besoin auquel tu réponds. Parfois, c'est peut-être plus simple d'essayer de se confronter à des Goliaths, même si t'es David. Et justement, j'entre dedans parce que juste avant, tu parlais de B2B ou B2C ou B2B2C. In fine, vous avez commencé en B2C. Ouais. Et là, tu fais via du retail, donc du coup en magasin. B2B2C, quoi. Ouais. D'un, c'est quoi la différence? De deux, et on peut rentrer à la fin, tu vas plutôt répondre à comment on y rentre, mais j'aimerais bien comprendre ça a été quoi l'intérêt pour vous? Et en quoi vous étiez légitime, encore une fois, pour vous dire, on passe de des mecs qui savent faire un site internet et qui connaissent les codes à, ok, on va aller voir la GMS, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, la grande distrib, quoi. Donc, en fait, sur notre secteur à nous, t'as plusieurs canaux de distribution. T'as le e-commerce. Ça représente entre 12 et 15% du marché, donc c'est pas énorme. C'est rien, je trouve, pour un truc que t'as pas besoin d'essayer, quoi, en fait. Aux États-Unis, je crois qu'on avait vu la stat en Corée. En Corée, c'était 70% du marché. Putain, c'est fou. Et aux États-Unis, c'était un truc qui était aux alentours de 30-40%, même plus, tu vois. Ouais, mais donc du coup, c'est hyper encourageant. Ouais, c'est hyper encourageant. Mais là où c'est un peu moins encourageant, c'est que la stat a assez peu évolué en France. Tu vois, on s'est lancé, on devait être à 10% du marché en e-commerce. Aujourd'hui, on doit être à 15% en tirant un peu, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que c'est les habitudes de consommation des Français. Ouais, mais est-ce que c'est pas de la com qui fait changer les habitudes de conso? Parce que là, tu me parles des grosses boîtes, là, mais j'ai l'impression que c'est celles qui font de la pub à la téloche depuis la nuit des temps. En gros, je pense que les grandes marques ont encore pignon sur rue. Enfin, c'est encore le référentiel pour les consommateurs. T'achètes un chien aujourd'hui, tu vas penser à Royal Canin. Comme Royal Canin ne fait pas du e-commerce son canal de prédilection, naturellement, ça ne tire pas le e-commerce, la part du e-commerce vers le haut. Si demain Royal Canin, Purina et toutes ces marques, Pedigree, etc., décidaient de monter des sites en standalone, canon, hyper bien référencé, faire du paid, etc., dans tous les sens, mais vraiment accélérer sur cette partie-là, en fait, ils feraient monter mécaniquement le pourcentage d'achat du e-commerce. C'est eux qui érigent la norme. Je pense de consommation. Ouais, quand même, tu vois, ça reste vraiment les leaders sur le marché. Et est-ce que dans tout ça, au contraire, pour vous, je viens un peu à cette idée d'aller en B2B2C, est-ce qu'il y avait une énorme opportunité, même d'un point de vue, entre guillemets, marketing, que d'être présent physiquement à côté de ces marques? Ouais, complètement. En fait, donc nous, on avait plusieurs canaux. Soit tu choisissais l'animalerie, soit tu choisissais les vétos, soit tu choisissais la GMS. Quand je dis soit, c'est que tu peux faire les trois, mais il faut une force de vente qui est assez importante. Et puis, tu as quand même des espèces de conflits entre les animaleries et la GMS, puisque tu as un peu des guerres de prix et de sélection, etc. Okay. Donc nous, notre choix, il s'est porté sur la GMS parce qu'on voulait faire une marque nationale. Okay. Et aussi, mais tu marges moins, j'imagine. Et tu marges, tu marges quand même bien. Ok, je pensais que tu margeais plus en animalerie. Non, pas forcément. Tu peux marger plus, mais après, ça va être peut-être plus compliqué aussi d'avoir rapidement des commandes qui vont être vraiment massives. Du volume. Volume, tu vois. Quand tu rentres à échelle nationale chez Intermarché, c'est colossal, tu vois.
Et puis c'est 100 ou je sais pas combien ils en ont en France. Ah, c'est des milliers. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc 100 c'est Paris, petite couronne, tu vois. Okay. Donc ouais, nous on a choisi de faire la GMS et en fait très rapidement tu vas te retrouver à côté de Purina, Ultima, qui sont vraiment des marques référentes dans notre secteur. Et en fait, tu vas avoir des clients qui vont finalement aller regarder ton packaging et se dire, tiens, c'est marrant, il y a un drapeau français, donc c'est que c'est produit en France. Je sais pas si c'est le cas pour les autres. Il y a, quand je retourne le packaging, une explication d'où viennent les produits, qui a monté la marque. Il y a le Nutri-Score? Il n'y a pas de Nutri-Score, ça n'existe pas. Pourquoi? Il n'y a pas le Yuka du chien ou du chat. On ne vous trouve pas sur Yuka? On ne nous trouve pas sur Yuka, non. Je crois pas que ça existe, le Yuka du pet food. Julie, cher Julie Chapon, si tu nous écoutes, vas-y, je t'en prie, c'était la petite parenthèse. Non, mais ce serait canon, franchement, mais je crois pas que ça existe, tu vois. Ouais, surtout, je trouve ça fou, quoi, la santé des chiens. D'ailleurs, attends, tu nous as dit combien il y a de chiens en France? Il y a 7 millions de chiens et il y a 14 millions de chats. Et combien de familles en France détiennent au moins un chat ou un animal de compagnie? 1 sur 2? Ouais, 1 sur 2 en moyenne. On est un pays très pet friendly. Ouais, pet friendly. Après, on n'est pas le pays qui dépense le plus. C'est les US. Les US, le UK dépense beaucoup. Et même la Corée, j'allais dire. La Corée, ils sont fous. Oui, mais pour qu'ils achètent full jouet ou quoi, non? Ouais, ok. Et puis même, il y a eu un boom depuis le Covid et tout, donc ouais. Ok. Et excuse-moi, je t'ai interrompu. On était donc B2B2C, retail. Merde, on s'est perdu. Tu nous parlais de Intermarché, ok, donc te retrouver au même rayon, que quelqu'un commence à voir à côté de la marque des géants qu'il y a la tienne, qu'elle est française. Bon, il y a pas de Nutri-Score, mais il peut voir aussi la compo du produit. Ouais. C'est quoi les autres aspects qui fait que est-ce que aussi c'est une manière de montrer une alternative que versus juste être en ligne, quoi. En fait, quand tu rentres en magasin, en retail, tu peux mettre ce qu'on appelle de la PLV. La PLV, c'est, on va dire, la décoration sur l'étagère. Et donc, en fait, tu peux te démarquer de marques qui ne le font pas. Par exemple, dans notre secteur, il y a assez peu de PLV pour les grandes marques. Parce qu'en fait, elles ont pas besoin. Exactement. Elles en ont pas besoin. Et elles ont un grand nombre de ce qu'on appelle des facings. Facing, ça veut dire que, tu vois, une colonne dans une étagère, c'est un facing. Donc, elles ont des étagères de, j'en sais rien, 5-6 facings. Donc, naturellement, ça fait une décoration naturelle de voir un ensemble de packaging. Même si c'est le même produit? Même si c'est le même produit, c'est tellement visible que le conso, il va aller directement l'acheter. Nous, on a besoin de faire de la PLV pour se démarquer. Et cette PLV, elle permet de faire passer des messages. Donc, quand tu écris Made in France, riche en protéines, noté 4,8 sur 3000 avis, enfin, tu vois, tu vas mettre des claims comme ça qui font que le consommateur, quand il va arriver en rayon, ça va lui sauter aux yeux, cette PLV qui est assez colorée, et il va aller creuser un petit peu sur ton packaging en regardant, comparant les prix, etc. Et si en termes de prix, t'es proche de ce que font tes concurrents, ben en fait, il va se laisser tenter. C'est le premier argument, le prix? C'est un des arguments les plus importants. Est-ce que c'est le cas parce que tout simplement il a une solution, que visiblement son animal de compagnie est toujours en bonne santé, donc en fait c'est peut-être la chose la plus dure à changer, c'est changer quelque chose qui pour lui se passe bien en fait? Ouais, c'est un peu ça. En fait, et c'est aussi l'avantage d'un modèle par abonnement qu'on a sur Internet, c'est que une fois que tu as trouvé l'alimentation de ton chat ou de ton chien, tu as assez peu de raisons de la changer. Ok. Les raisons principales pour lesquelles les gens changent des marques, on va dire traditionnelles, industrielles, connues, à des petites marques, des petites PME, pour reprendre le terme un peu de la GMS, tu vois, des PME comme la nôtre, c'est en fait qu'ils vont retrouver une proposition de valeur qui n'est pas présente chez les grands. Par exemple, qui est l'équipe derrière le projet, de la communication sur les bienfaits de la marque en tant que telle et du projet au global qu'on va porter, de la recette, etc. Le fait d'avoir du Made in France, toutes ces choses-là qu'on a pu retrouver dans l'agroalimentaire pour humains, tu vois, il y a énormément de marques sur des biscuits, des céréales qui ont pris ce pli-là dans l'agroalimentaire pour humains, mais qui l'ont pas fait en pet food. Et donc en fait, les gens ont les mêmes réflexes, si tu veux, sur notre rayon à nous en pet food qu'ils l'ont sur le segment agro pour humains. Mais ça reste un pari. Ça là, ce dont tu me parles, c'était un pari. Ah ouais. Rien qui vous disait que ça allait marcher. Franchement, on avait assez peu d'indicateurs que ça allait marcher. C'était juste du bon sens et aussi pas mal d'intuition. On en revient un peu au gut feeling dont on parlait tout à l'heure. C'est que on s'est dit, en fait, on va se lancer, on va participer à des salons, on va faker le fait d'avoir une marque qui est établie, et on va mettre des cartes de visite et on va, je me rappelle à l'époque, on avait un iPad et on faisait payer des commandes avec un lien Stripe qui était vraiment pas joli sur l'iPad. Et je crois qu'au premier salon, on a dû monter à
On a dû avoir une 50aine de paiements sur 3 jours, enfin, ce qui était énorme pour nous. Et donc, on s'est dit, s'il y a 50 personnes qui payent 3 gars, dont un qui était déguisé en chien, tu vois, c'était quand même le délire qu'on galerie, avait ok. C'était mis en toi ou place. pas? Non, c'était mon associé. On va en parler après. S'ils sont prêts à payer ces mecs-là alors qu'ils ont même pas vu le produit, c'est qu'il y a peut-être un truc à créer, tu vois. Et juste là-dessus, là, si tu peux nous donner des tips. Quand t'as un projet comme ça, quel qu'il soit, quand t'es dans ta boîte et que tu veux aller taper un nouveau marché, que tu veux changer un canal d'acquisition, est-ce que tu établis un vrai plan? Est-ce que tu fais énormément de recherches ou est-ce que t'en fais juste un petit peu assez pour avoir des retours qui te confortent dans l'idée, ne serait-ce que de prendre des risques et aller dans un salon pour aller avoir des vrais retours marché? Est-ce que tu te mets une deadline en te disant si on n'a pas les résultats escomptés au bout de temps, alors soit on remet en question, soit carrément on arrête? Est-ce que c'est du freestyle et on se dit on a un petit peu de trésor, on balance dedans et on verra comment ça se passe en fait? Ouais. Là, tu parles vraiment au tout début. Peu importe, parce que je pense que même si demain ta boîte elle fait 10 millions de CA et que t'as envie d'allouer 1 million de, tu vois, si t'as fait du bénéf, je te le souhaite, mais de réallouer ça à un projet, comment tu vas te dire, ok, on le fait, comment tu quantifies le risque que tu prends? Ouais. Et tu le planifies? Alors, en fait, la réponse, c'est que c'est très différent au tout début de ta boîte versus quand tu fais quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, que tu cherches à faire de la rentabilité, que tu as des investisseurs avec qui tu dois prendre des décisions. Donc, pour répondre à ça, sur la partie au début, franchement, le mieux, c'est d'être en mouvement en permanence. En fait, c'est de tester, c'est d'être en action, quoi. Tu peux pas te poser 36 questions sur est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher. Tu peux analyser, parce qu'il faut analyser avant de te lancer. Tu peux lire une petite étude de marché, tu peux maintenant bosser avec ChatGPT qui te donne énormément d'infos, c'est juste exceptionnel d'avoir ça. C'est un peu un sparring partner, ChatGPT, si tu l'utilises bien. Et ensuite, il faut se lancer, il faut appeler des gens, il faut demander des recommandations et enclencher. Et négocier à fond tout ce que tu peux négocier dès le début. Après, quand tu as des investisseurs, quand tu fais plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, tu dois garder ta partie un peu gut feeling. Nous, on la garde à fond, tu vois, typiquement, on réfléchit là c'est encore en réflexion, mais on a pris pas mal d'infos sur le marché américain parce qu'il y a un vrai sujet sur le marché américain, sur une niche qu'on a vraiment spoté, tu vois, dans un cœur de marché très 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 précis. Et là, en fait, on a fait une réunion avec les investisseurs, mais au fond, c'est notre gut feeling, leur gut feeling, et le tout ensemble fait que on arrive à trouver du rationnel sur une prise de décision. Et même là, eux, ils vous disent pas, ok, vous lancez, dans 3 mois max, on fait un point. Si on n'a pas ces métriques-là, non, next. après, Non, moi j'ai des business angels, j'ai pas un fonds, tu vois, je sais pas vraiment comment ça fonctionne avec un fonds, mais j'intuite quand même pour en avoir rencontré pas mal et avoir beaucoup échangé avec des entrepreneurs qui ont des fonds à leur board ou à leur côté, qu'il y a quand même une part de liberté et de confiance qui doit être donnée à l'entrepreneur. Le jour où tu diriges un entrepreneur comme le salarié, en tout cas là je parle pour mon ressenti personnel, ça pourra pas marcher. Donc je comprends qu'il y ait des phases d'encadrement, pour pas que ça parte en sucette, mais il faut aussi laisser le gut feeling s'exprimer pour l'entrepreneur et c'est là qu'il sera bon. Voilà. C'est pas forcément une comparaison aux salariés, moi dont je parlais, mais c'est plus de, tu vois, quand vous faites des trucs de fou, vous entrepreneurs, vous réussissez, vous faites du cash. Bon après je sais pas combien il y a dans votre poche, mais bon ça on va en parler après. On a l'impression que il y a eu toute une strate mise en place et en fait j'ai presque envie de dire, quelques-uns m'ont dit à mon micro. On a eu de la chance. Et en fait, je pense que cette chance, elle se provoque justement en s'enlevant des barrières mentales, mais aussi en jouant sur cette naïveté, en essayant peut-être, dis-moi si je me trompe, mais de pas avoir trop d'attentes aussi, pour pas être découragé ou pour pouvoir y aller à fond. Je sais pas comment. Moi, c'est différent. Ok. Moi, au contraire, je préfère, en fait, tu vois, quand j'attends une décision qui est vraiment importante, je sais que c'est dans la journée, je suis presque un peu, je suis pas paralysé, mais je suis tellement omnibulé par la réponse que pendant, tu vois, les 3-4 heures qui précèdent, on va dire, le verdict, je peux quasiment plus rien faire. Je vais me détendre, etc. Tu vois, parce qu'en fait, il y a quand même des vrais enjeux. Par exemple, de rentrer dans une enseigne. Tu vois, tu vas présenter tes produits à une enseigne, tu sais que tu as une réponse le lendemain. Et ben en fait, si jamais tu rentres à grande échelle dans l'enseigne, que tu as un contrat, et ben en fait, ça change la vie de ta boîte en termes de rentabilité, de chiffre d'affaires, et même pour toi aussi en termes d'apprentissage. Donc, l'histoire des attentes, moi, je préfère m'en mettre des assez hautes et vivre avec le fait que j'ai pas réussi à les atteindre, plutôt que de me dire je m'enlève un stress. En fait, en réalité, il y a assez peu de stress quand tu dézoomes un peu sur
un entrepreneur parisien qui a, tu vois, un tout petit peu de réseau pour rebondir si ça va pas bien, qui a été correct avec tout le monde, avec ses fournisseurs, ses investisseurs, etc. Moi, franchement, le seul truc que tu as à perdre, c'est du temps, tu vois. Je le vois comme ça, tu vois. Sauf si tu as mis tout ton argent dans ta boîte et que tu as pris des risques de fou, mais je pense que les gens qui nous écoutent savent ou pourront comprendre que tu dois diversifier un petit peu tes risques. Tu peux faire rentrer des investisseurs si tu n'as pas envie de te risquer toi à 100%. Tu dois pouvoir aussi anticiper un petit peu une sortie s'il y a besoin. Enfin, tu vois, il faut que tu sois un peu en maîtrise de ton agenda et de ta vie, quoi. Faut pas penser juste au lendemain, tu vois. Voilà. C'est tellement intéressant et en fait, ça me fait penser aussi à la gestion des émotions parce que ce que tu es en train de me dire, c'est mec. Évidemment que t'anticipes vu qu'il y a des thunes dedans et que t'as quand même des ambitions. Et ok, je vois. Je me disais juste genre tout n'est pas inscrit dans le marbre. Il y a toujours une petite zone d'incertitude et j'imagine que c'est aussi ça qui vous drive entrepreneur en tant qu'entrepreneur. Avant de parler juste de ton associé, et tu verras très vite, les questions vont être très simples, surtout que vous avez une team minuscule, je trouve, pour ce que vous faites, donc c'est fou. Juste avant ça, terminer un petit peu sur le retail. Premièrement, est-ce que c'est très difficile en étant une DNVB à la base, donc une Digital Native Vertical Brand, une boîte en ligne, quoi, enfin, une marque en ligne, bien plus simple. Les mecs, ils veulent utiliser du jargon pour montrer qu'ils ont fait des études ou qu'ils ont été en VC, mais passons. Est-ce que c'est plus dur de rentrer en retail, donc aujourd'hui en 2025? Est-ce que tu as des tips là-dessus, quel que soit ton marché? Et toi, pour ton marché spécifique, est-ce que tu t'es heurté à ces géants? Est-ce qu'il y a du lobbying? Est-ce qu'il y a carrément des lois qui régissent un petit peu comment fonctionne ce marché? Tu peux me parler un petit peu de ces belles galères, j'imagine, ou ces obstacles? Nous, le retail, en fait, au début, nous, on connaissait rien au retail. Donc, on est rentré vraiment par la porte. On a demandé des contacts au sein du groupe Monoprix, tu vois, comme beaucoup de startups, on démarre par Monoprix en retail. Et on a eu un accord pour déployer un système de vrac. À l'époque, c'était très... Ça l'est toujours, hein, mais à l'époque, c'était vraiment le truc à lancer. C'était en 2021. Dans un seul magasin, rue de Marseille, à côté du canal Saint-Martin. Ouais, juste à côté, ok. Voilà. Et en fait, ce magasin, ça a plutôt bien fonctionné. On a été invité. C'est tellement le quartier, à côté d'un PC, de tout ça. Ok, je vois très bien. On a fait un truc un peu stylé, vrac. Tu pouvais scanner un QR code, décrire ton animal, t'avais la recommandation. Enfin, t'avais des trucs un peu sympas. Et on est tombé sur, pareil, là, un peu un coup de chance, une acheteuse qui nous a dit, franchement, les gars, vous avez déployé un truc qui était bien. On va vous mettre sur plus de magasins. Et donc, en fait, on est rentré comme ça. Et ensuite, plus de magasins, amener encore plus de magasins, et ensuite le national. Donc, tous les magasins, quasiment. Ok. Je pense même tous les magasins, d'ailleurs. La solution, c'est d'aller parler à une personne. Et en fait, la solution en retail, t'en as deux. Il faut connaître, en fait, les temps forts, durant lesquels les acheteurs, vont en fait être intéressés par faire rentrer une nouvelle marque ou déréférencer une ancienne marque au profit d'une nouvelle marque. Ça, donc, c'est pareil pour tout le monde? Ça, ça dépend des secteurs. Nous, c'est différent. Tu as des périodes de renégociation des contrats qui sont en fin d'année, mais en même temps, tu vas avoir des périodes de renégociation sur certains segments qui vont être en milieu d'année. Donc ça, en fait, il faut aller parler le plus possible avec les contacts que vous pouvez avoir en retail. Parenthèse. Ouais. LinkedIn, meilleur outil pour aller les contacter? LinkedIn, ça peut être un bon outil, mais on n'est pas sur du sales B2B. Tu vois, tu vas pas. Il faut vraiment tomber sur la bonne personne qui est encore en poste. Souvent, les postes sont plus forcément mis à jour. Toi, tu les as trouvés comment? Et nous, en fait, donc on est rentré chez Monoprix par un premier contact qui nous a ensuite donné une intro à quelqu'un en interne pour nous ouvrir l'ensemble des magasins Monop. Donc c'est des petits magasins. Puis ensuite, l'année d'après, l'ensemble des magasins Monoprix. Et là, ce premier contact, c'est quelqu'un de ton réseau, je veux dire? C'est quelqu'un de mon réseau, ouais. C'est un de nos investisseurs qui nous a mis en relation avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le fait de faire rentrer des nouvelles marques, mais qui a dû envoyer une boucle de messages en interne et on est tombé sur la bonne personne. Donc, si t'as pas de réseau, demain, tu recommandes quoi à des gens qui veulent faire comme toi, mais qui n'ont pas fait les decks, qui n'ont pas forcément... Au fond, si t'as pas de réseau, en fait, et que tu veux rentrer en retail, il y a un autre moyen qui est canon. Ça, c'est un vrai petit hack qu'on a eu. Ça s'appelle la FEF. La FEF, c'est une organisation, je sais pas si c'est une association, mais une organisation qui représente en fait beaucoup de marques, des petites, des grandes, et qui en fait se réunit pour soit des tables rondes, soit aider, on va dire, des marques à intégrer le retail, donner des informations, des données, des datas aux enseignes. Enfin, c'est une espèce de connecteur de l'écosystème. D'accord. Ça coûte pas cher, ça coûte quelques milliers d'euros par an, et une fois que tu l'intègres, tu peux participer au salon. Et lors des salons FEF, tu peux tomber sur le bon gars
que tu as repérés en amont. Et si jamais tu arrives à connecter un petit peu avec les gens avec de la FEF, ils peuvent, eux, t'aider à te donner, on va dire, quelques pistes, quelques noms pour te connecter directement avec les gens. Et pendant le salon, faut pas hésiter. C'est vraiment un salon où, en fait, tu restes pas à ton stand, quoi. Tu spots le mec, Surtout que c'est un tu l'attrapes invest. par la main et tu donnes ta carte et tu le supplies qu'il te rappelle. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Allez serrer des pinces. Allez serrer des Comme pinces. en Allemagne. Exactement. Ok, t'es tellement drôle. C'est ça. Et donc du coup, ok, donc la petite histoire, vous rentrez au Monop, le premier, ensuite vous allez très vite dans plusieurs, et ensuite vous passez chez Monoprix, j'imagine, et puis là ça fait du bruit et les autres vous disent, ok, bah il serait temps que vous passiez chez nous aussi. C'est ça, exactement. Alors Monoprix, après, tu as des groupes. Tu vois, Monoprix, c'est au sein du groupe Casino. Donc, tu as aussi Franprix qui est à l'intérieur de ce groupe. On est en train d'essayer de voir si on peut éventuellement y rentrer. Est-ce que ce sera le même prix, Monop et Franprix? Ouais, t'es obligé d'avoir des prix qui sont a priori Parce que je peux te alignés. dire que Franprix, je crois que je crois que c'est élu le supermarché le plus cher, Ah oui. mais c'est un scandale. Je te le dis, moi dans ma rue j'en ai deux, le moins cher. Donc il y en a deux, et le troisième c'est un Monop. Monop, hein, Ouais. avec l'apostrophe, c'est le moins cher qui existe. Enfin, moi je suis choqué. Ouais. Historiquement, quand on était plus jeune, on se croyait que Monop c'était très cher. Mais en fait, Franprix, c'est peut-être plus cher. Ouais. En C'est fait, un truc de ouf. Genre. c'est des prix. Alors pareil, là, tu parles du prix de vente final Oui, bien sûr, parce que eux, fixe le magasin. Et en plus, Pour le vendre, magasin, il y a des variables. Ouais. Nous, d'une rue à l'autre, c'est pas les mêmes prix exactement. Exactement. Et En le fait- plus petit est plus cher que le plus gros. Exactement. En fait, t'as plein de modèles dans le retail. Bon, là, on n'est pas rentré dedans, mais t'as des magasins qui sont des franchisés, donc des indépendants. T'as des magasins qui sont intégrés, donc qui ont des recommandations de la part de l'enseigne. Et en fait, chacun fait pas un peu ce qu'il veut, mais tu peux rajouter des points de marge en tant que magasin en augmentant légèrement le prix qui est vendu TTC aux consommateurs. Donc, c'est normal que t'aies des fluctuations. Et on parlait donc du coup du retail. Est-ce que dedans, ou est-ce que c'est pas vraiment à voir avec le retail, c'est plus le marché au global? On va pas parler politique, mais t'as dû serrer combien de pinces? Il y a eu du lobbying Ouais. fort. Pour rentrer, tu vois, chez Auchan, il nous a fallu 3 ans. Ok. Mais 3 ans plus un coup de chance. Tu vois, c'est ça en fait la réalité. C'est que tu vas tomber sur le bon gars, qui en fait, c'est pas qu'il a pas voulu te faire rentrer, c'est juste il est tellement demandé qu'en fait, il a pas le temps Pas de le bon traiter ta demande. timing. Voilà. Et puis ça se trouve, il a adopté un chien 2 mois avant, donc Voilà. non, mais ça reste des humains en fait. Bah ouais, complètement. Et là, pareil, tu vois, on vient de rentrer chez Intermarché, et pareil, il nous a fallu peut-être 3 ans. Au début, on nous a dit oui, puis non, puis oui, puis non, et là, on a eu le oui officiel. Donc, c'est vraiment une histoire en fait, il faut aller provoquer sa chance, et il faut savoir qui est la bonne personne concernée par ton secteur. Ça sert à rien d'aller parler à l'acheteur du segment beauté. Ouais, Il va bien pas sûr. t'aider, il a pas le temps, il est demandé. Et on vous a mis des bâtons dans les roues? Bah, tu peux développer ta question. Qui Voilà, je pense à de la compète, ou presque indirectement de la compète, quelqu'un qui va avoir la fif et qui dit, le petit jeune là, tège-le moi assez rapidement, on met lui bien un stand dégueulasse au salon. Bah, ce qui est dur, c'est qu'en fait, quand tu te bats contre des mastodontes, en fait, ta place en rayon, elle est pas assurée. Tu vois, donc tu vas envoyer des gens en rayon, tu as un commercial qui va se déplacer en rayon, qui va installer, et en fait, tu reviens une semaine après, enfin, ton commercial plus revient là. une semaine après, et t'es genre en haut à gauche ou en bas à droite, alors que t'étais parfaitement placé, tu vois, Ok. au profit d'une marque qui est établie depuis beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est quoi? C'est un billet qui est passé en plus, alors qu'en fait, ils vous ont pas prévenu? Ça, non, tu vois, j'ai jamais eu de preuve de quoi que ce soit, mais c'est juste que, en fait, c'est comme ça. Les commerciaux des autres sociétés sont tellement présents, nombreux, et voilà, que, en fait, tout ce que tu peux mettre en place peut être balayé d'un revers de main. Donc, c'est difficile de se faire une place en retail, tu vois. D'y rentrer et de se faire une place. C'est une magnifique intro, parce que vous avez pas beaucoup de sales, Ouais, voire pas. pas du tout. Enfin, Ok. on a des alternants ou des externes, quoi. Vous avez 2 alternants, et il y a toi et ton associé, du coup. Ouais. C'est quoi son nom? Alexis. Est-ce que t'aurais monté cette boîte si Alexis n'était pas là? Non. Non, Alexis, c'est un profil qui est assez différent du mien. Et Dec aussi ou pas du tout? Non, il a fait Centrale Paris. Bien ouais, Alexis. Ouais, chaud Alexis. Bien mieux que les decks, je te le dis Ouais. cash. Hein. Canon, ouais, grave. Je fais la parenthèse, il est vraiment pas gentil avec son associé, avec son invité. J'ai fait les decks aussi, donc c'est aussi pour ça que moi, je me permets. J'adore les decks, et j'étais dans leur incubateur, ils m'ont grave aidé, et ils sont Ouais, très forts. Station F. Station F, et j'espère que ça continue. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas des nouvelles, mais en tout cas. Non, moi je vois les Très promos, ça. Enfin, en tout cas, EDEC a un bel incubateur et un Ouais. beau pied dans l'écosystème. Excuse-moi, mais ouais, on parlait d'Alex du coup. Mais ouais, Alexis, du coup, c'est un profil très différent du mien. C'est lui qui a dev le site, j'imagine. Non, c'est pas lui qui a développé le site, c'était un troisième associé Ok, qui est parti en 2019. ok.
Mais Alexis, c'est lui qui s'occupe de toute la partie logistique et production. Et en fait, c'est un mec qui a une capacité, un volume de travail qui est impressionnant. Tu vois, là où moi, par exemple, je sais pas, à 18h30, je commence à être un peu cramé, sauf si évidemment il y a des urgences, mais en tout cas, on va dire que j'ai un rythme un peu plus normal. Lui, c'est week-end, il continue. Mais il est pas papa, si. Il vient d'être papa. Oh Et putain. il a encore un rythme qui est extrêmement important. Il est impressionnant. Ouais. Et elle fait ses nuits ou il fait ses nuits, son gosse? C'est une nuit comme un bébé, quoi. Donc, Ok, en fait, toi, t'attends le moment où il va craquer, tu vois, et tu le vois toujours à fond, Alexis, donc tu te dis merde. ouais, franchement, il a un rythme impressionnant. Tu vois, c'est genre non. Donc, pour répondre à ta question, j'aurais clairement pas pu monter cette boîte sans lui, parce que c'est une boîte qui en fait nécessite d'être un peu partout tout le temps, quoi. Tu peux la continuer sans lui? Si demain, pour X raison, il souhaite arrêter l'aventure, tu souhaites la continuer tout seul? C'est un projet qui est associé à Alexis. C'est un projet qui est humain. Tu vois, quand tu montes ta boîte vraiment je dis vraiment à deux parce que pour moi, on est à deux, quoi, depuis le début, au fond. Et en fait, c'est un projet avec Alexis avant d'être une boîte, si tu veux. Ouais, ok. Comme Petit ça, Well, tu il vois. a le attached. Ouais, Alexis. complètement attaché à Alexis et c'est vice versa pour lui. Enfin, on est vraiment comme ça, quoi. Et ça s'est fait comme ça ou c'était un truc de base pour toi? C'est une reco que tu ferais à n'importe quelle personne qui veut monter une boîte de absolument ne pas le faire seul et s'associer avec quelqu'un? En fait, Ou il n'y a pas de vérité générale là-dessus? ouais, je pense que c'est délicat. Moi, j'ai la chance d'avoir, bon, tout ça, je lui ai déjà dit, je lui ai fait des déclarations plein de fois, mais c'est un mec qui est profondément patient, humain, qui est pas du tout, enfin, lui et moi, on n'a pas une logique dans le sens, on va se dire les choses, tu vois. Ok. Et donc, si jamais, en fait, ça peut parfois, très rarement, se clasher, lui, il me connaît tellement par cœur qu'il sait qu'il faut se mettre un peu en retrait et qu'on repart dans quelques minutes et vice versa, tu vois. Donc, tomber sur la bonne personne, j'ai pas de reco particulière. Associez-vous, testez et cassez-vous si ça marche pas, tu vois. Tu pourrais monter une autre boîte demain? Ouais, complètement, ouais. Est-ce que c'est forcément avec Alexis ou est-ce que Alexis c'était un super match, mais aussi sur ce projet qui peut être différent de d'autres que tu peux avoir en tête? Non, moi je suis ouvert j'adorerais remonter une boîte avec Alexis plus tard. Hein. Là, notre boîte va bien, Imhotep. on est là-dessus, voilà. Mais ouais, j'adorerais remonter une boîte avec Alexis. Après, si c'est avec quelqu'un d'autre, très bien, tu vois. Mais je pense que je proposerai d'abord Alex. Je vais te poser quelques petites questions, on arrive à la fin, évidemment, as usual. Bon, déjà, c'est passé très vite. Même moi, je suis en mode, putain, merde, il reste pas beaucoup de temps. Je te pose quelques questions, on va essayer de répondre assez rapidement. Première question, est-ce que tu peux m'expliquer à quel point ça te fait chier que tous vos chiffres soient publics sur Papers? Ah, sacrée question. Ok. Voilà, c'était la Écoute, petite parenthèse que j'ai oubliée tout à l'heure. ça, c'est une petite dédicace je sais même pas si c'est au tribunal administratif de Nanterre. Si vous pouviez, quand je donne des déclarations de confidentialité, masquer nos comptes, ça serait génial. Respecter la confidentialité Voilà. in fine, quoi. Ça fait 2 ans que j'essaye, je n'y arrive pas, et là, ça va être ma 3e année. On va voir, petit suspect. Il y a pas d'emmerde vis-à-vis de ça, que ce soit public, même que les chiffres par rapport à vos invests, ou même toi, en fait. Non. Tes clients, tes compétiteurs, non? Non, après, ce qui est public, c'est l'alias fiscal ou les bilans. Je sais même plus je pense que c'est le bilan. Donc, non, tu vois. Rien à cacher. Rien à cacher. On a une boîte saine, tu vois, donc ça va, all good. C'est quoi les ambitions? Écoute, nous, l'ambition, c'est aujourd'hui, on fait 2 millions de chiffre d'affaires et on est 2. Donc, l'ambition, c'est de la monter à au moins 10, tu vois. En étant toujours 2 ou En étant une petite équipe. Ouais. On pense que c'est 5? un modèle qui est complètement faisable. Ouais, 5, 7. Ok, le ratio peut rester le même selon toi, ouais. Ouais, complètement. Okay. En fait, aujourd'hui, on maximise à fond, on joue le jeu du retail à fond. Et donc, en fait, tu peux bosser avec des personnes en externe, tu peux recruter, on va dire, des commerciaux, alors soit à la carte, soit des gens qui vont être partagés avec une autre société. Donc, tu as plein de façons, en fait, de faire de la marge en retail, qui était peut-être plus délicat avant, parce qu'il y avait moins de solutions, tu avais moins de CMS aussi de CRM, pardon, qui était poussé pour faire du suivi sur place, etc. Donc, ouais, l'objectif, c'est rester peu nombreux et continuer à faire de la croissance rentable. Rentable, très important, rentable, parce que 10 millions, tu peux lever 10 millions demain. Mais ouais, tu peux les cramer sur Meta et tu auras 10 millions, mais c'est pas notre but. Est-ce que tu as déjà capté la valeur de la boîte que tu as créée? Qu'est-ce que tu entends par capter Est-ce que tu es riche? Non, je suis pas. Enfin, ça dépend là on place le curseur, mais non, ouais, on est bien avec mon associé. On a réussi à en fait faire en sorte que notre projet qui a démarré de zéro, sans aucune aide de personne, aujourd'hui on en vit bien et il nous permet en fait d'avoir l'ambition de faire un truc de gros. Donc ça c'est canon.
Après, on a déjà reçu dans le passé des propositions, tu vois, on a été approché dans le passé, on n'a pas validé quoi que ce soit puisque c'était des propositions qui nous convenaient pas forcément, mais on reste à l'écoute du marché et je pense que c'est comme ça qu'il faut évoluer, tu vois. Est-ce que avoir à son capital, parce que vous bossez avec un compétiteur en fait, bon, tu nous as laissé sous-entendre que le marché US est quelque chose que vous regardez. C'est mes 2 dernières questions, promis. On va essayer de les faire rapidement avant qu'on se fasse virer de ce studio. Est-ce que ce serait un signal positif pour Petitwell demain de se faire racheter par un acteur de l'écosystème? Et est-ce que c'est une finalité ou une fierté pour toi? Écoute, oui, parce que aujourd'hui, nous, on a Mars qui fait partie de l'aventure. Donc Mars, les gens le savent peut-être pas, mais c'est le leader ou l'un des leaders. Mais je pense que c'est même le leader mondial du segment pet care, pet food, pet care. Bon, et aussi des sneakers. Et aussi des sneakers. C'est toute la malbouffe, quoi. Ouais, je vois très bien. Exactement. Et en fait, c'est un groupe qui a une approche qui est assez intéressante puisqu'en fait, ils vont aller investir dans plusieurs sociétés aux US et en Europe en se disant, en fait, on les laisse opérationnellement opérer et si on peut aider avec du réseau, on peut essayer de le faire, quoi. Et donc, nous, on est en discussion avec Mars US sur des sujets très transversaux. Et eux sont prêts à mettre à disposition un peu de réseau, de conseils, etc. Et ce qui est très intéressant de la part des Américains, c'est qu'ils ont une approche qui est très différente des Français, dans la mesure où, en fait, débloquer une visio de 30 secondes avec un mec qui a vendu sa boîte 100 millions aux US, franchement, c'est un mail et c'est fait, quoi. C'est assez impressionnant. En France, c'est peut-être plus compliqué. Donc, c'est un vrai asset de les avoir avec nous, ouais. J'ai envie de dire suite au prochain épisode. Exactement. Oh là là, c'était même pas fait exprès. Mais bon, hâte de voir la suite. J'ai tellement plein de questions. J'aurais grave voulu même te titiller, te faire chier et te dire que si demain Mars change les recettes, est-ce que ça te ferait de la peine? Mais je vais plus terminer sur une seule question. Bon, déjà, un grand merci pour tout ce partage d'expérience. C'est drôle parce que je ne veux pas retranscrire que l'entrepreneuriat c'est dur, mais en même temps, je pense qu'on a vu aussi que c'est pas une science exacte. Ouais. On va sortir de l'entrepreneuriat, mais c'est de la même manière. Si l'entrepreneuriat c'est très dur et qu'en même temps vous prenez beaucoup de plaisir, est-ce que adopter un chien et devoir le gérer au quotidien c'est dur? Je termine là-dessus, mais moi j'ai un peu peur parce qu'en ce moment je suis pris par beaucoup de choses. Je sais pas les thunes, je te cache pas que ça va me coûter cher, je pense par mois. Cher, c'est quoi les recos que tu me donnerais pour enfin que je passe le pas? Déjà avoir la meilleure alimentation possible. Pour lui ou pour moi? Pour lui. Non mais attends. C'est évidemment implicite que demain j'ai un chien, je te demande un code promo. Avec plaisir. Tu l'auras sans problème. Non, écoute, ouais, avoir un chien, en fait, c'est incroyable. C'est surtout quand t'as pas la période où t'as pas encore d'enfant. C'est vraiment ton buddy, quoi. Genre, un chien, c'est que tu sois énervé, triste, content, lui sera toujours content de te voir. Donc je sais pas comment t'es émotionnellement, mais en tout cas, si t'es quelqu'un qui c'est du up and down, avoir un chien, je pense que ça peut vraiment aider et canaliser. Et après, ça donne aussi un espèce de rythme dans ta vie que tu peux avoir. Moi, j'avais pas du tout besoin d'un chien pour ça, mais en tout cas, pour avoir échangé avec plein de clients ou même des potes qui ont maintenant des chiens, ils adorent le fait que, tu vois, le chien, c'est en fait un moment sport et partage. Tu vois, c'est une discipline presque par moment. C'est complètement une discipline, ouais. Comme ton gosse. Ouais, c'est moins fatigant qu'un enfant quand même, hein. Mais ouais. Mais c'est canon. Moi, je te recommande vraiment d'adopter un chien si tu peux, ouais. Puis bon, je pense que c'est l'âge aussi qui fait que, mais je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui sont aussi papas et jeunes papas. Et bon, le chien c'est petit par rapport en termes de charge par rapport à un enfant, mais j'ai quand même le sentiment que plus tu te mets des contraintes là-dessus, plus tu trouves des bons moyens d'être très productif et d'aller straight to the point, tu vois, de moins te prendre la tête. Donc voilà, prenez soin de vous les amis, prenez soin de vos enfants et aussi de vos animaux de compagnie. Bah, bien sûr. Et non, Sacha, un grand merci Merci à toi, c'était très cool. D'avoir transmis une partie de ton héritage dans ce podcast. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui doutent. Je pense qu'il y a tellement de learning que je vais pas le résumer en une phrase, mais en tout cas, il n'y a pas un seul bon chemin. Et tous les conseils sont pas bons à prendre, donc n'écoutez pas tout ce que dit Sacha. Exactement. Écoutez aussi d'autres conseils. Moi, j'ai les miens, mais allez écouter plein de conseils. Merci Sacha. Merci à toi. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.